Les podcasts du Figaro. Prêt pour le décollage. Bonjour Karim Jouté. Bonjour, merci pour l'invitation. Vous êtes professeur agrégé d'espagnol et le cofondateur de la chaîne Espagnol Pas à Pas. Vous proposez notamment des formations en ligne, mais aussi plein de contenus gratuits sur YouTube. Alors, est-ce que c'est important d'avoir quelques notions dans une langue avant de se rendre dans un pays ? C'est très important, ce n'est pas obligatoire, mais en fait, ça va changer le voyage et ça va changer la perception du voyage. Le fait de parler la langue du pays qu'on va visiter, on n'aura pas l'impression de rester sur le banc de touche et on aura vraiment un contact différent avec les locaux et ça peut vraiment donner une couleur différente au voyage. Ça va faciliter les rencontres aussi, j'imagine. Ça va faciliter les rencontres, ça va enrichir les rencontres, ça va donner des opportunités. Donc, parler la langue du pays, c'est vraiment mieux, oui. Alors, comment est-ce qu'on apprend vite et bien les bases d'une langue ? Je sais que c'est une question très complexe. Alors ça, c'est la question que j'entends à chaque fois que je fais des entretiens avec des élèves. En fait, apprendre vite une langue, c'est une phrase qui est un peu compliquée parce que ça prend du temps d'apprendre une langue. En fait, ce qu'il faut faire rapidement, c'est de s'y mettre, c'est de se lancer. Il faut se lancer rapidement, un peu comme planter un arbre. Si on veut vite les fruits, il faut planter tout de suite très rapidement l'arbre. Mais pour accélérer, on peut accélérer l'apprentissage. L'apprentissage en immersion, ça va permettre d'accélérer l'assimilation de la langue. L'immersion, c'est vraiment être entouré d'espagnol ou d'anglais ou être entouré de la langue. Et par exemple, d'écouter constamment la langue, écouter constamment, ça va permettre en effet d'accélérer et d'avoir cette sensation d'apprendre plus vite. On n'a pas forcément des amis espagnols ou anglais ou allemands. Par contre, c'est vrai que le côté s'immerger en regardant une série, c'est à la portée de tout le monde. Tout à fait. Il y a différentes compétences linguistiques. Parmi ces compétences, on a l'écoute, on a la lecture aussi. Donc le fait d'écouter de l'espagnol avec les séries, les films, la musique. Le fait de lire aussi. De lire soit un livre, mais on peut lire les réseaux sociaux, des blogs, la presse. On peut trouver l'équivalent du podcast du Figaro et du journal du Figaro en Espagne. Et ça va vraiment aussi accélérer. Et puis, ce n'est pas parce qu'on est en France qu'on ne peut pas avoir un contact avec des hispanophones ou des anglophones, etc. Et il y a des applications qui permettent de se mettre en contact avec des partenaires linguistiques pour faire un échange linguistique et avoir déjà un contact avec un local avant même de se rendre sur place. Vous avez un exemple d'application comme ça ? Alors sur Espagnol Pas à Pas, on a développé un groupe comme ça pour mettre en contact nos élèves avec des locaux. Mais pour tout le monde, il y a une application qui s'appelle Tandem qui permet d'avoir des contacts avec des locaux. Et on peut même, je crois, sur la version payante, géolocaliser les locaux. Si on vient à Barcelone, qui est une des plus belles villes du monde hispanophone, si on vient à Barcelone, on peut décider sur Tandem d'être en contact avec des gens sur Barcelone pour, pourquoi pas, ensuite les rencontrer pendant le voyage. Et ça, c'est juste dingue. Apprendre une langue, le but, c'est de vivre quelque chose de fou. Donc, rencontrer des locaux sur place, c'est génial. Et alors, combien de temps à l'avance il faut s'y prendre dans l'idéal ? J'imagine le plus tôt possible, sauf qu'on est tous pareils, on s'y prend tous au dernier moment. Il y a un temps qui serait idéal, mais en fait, ça dépend de chacun, ça dépend de l'histoire de chacun, ça dépend du temps d'assimilation de chacun, et ça dépend du voyage aussi. C'est sûr que si c'est un voyage pour une expatriation, pour trouver du travail, il ne faut pas le faire la veille. L'idéal, ce serait, je dirais, entre 1 et 3 mois avant. On a le temps d'assimiler, de faire des choses sympas. Il vaut mieux fait et imparfait que parfait et non fait. Donc, si c'est au dernier moment, ce sera toujours ça de prix. Et moi, je suis allé il n'y a pas longtemps à Lisbonne, au Portugal. J'ai aucune notion de portugais. Et je me souviens, à l'aéroport, j'étais en train de télécharger sur le téléphone des listes de vocabulaire pour l'avion. Et juste ça, sur place, j'étais content de dire 2-3 mots en portugais. Donc, idéalement, 1-3 mois avant. Si c'est avant, c'est mieux. Et puis au dernier, last minute, ça marche aussi. Last minute, ça marche aussi. Alors, justement, en last minute, est-ce qu'il y a une liste d'expressions, de mots à connaître absolument, outre le bonjour et le merci ? Par exemple, en portugais, quelle est la liste que vous aviez retenue ? Je m'étais focalisé sur les salutations. Quand même, il faut y passer un petit temps parce que en espagnol, par exemple, on ne dit pas bonjour de la même manière en fonction du moment de la journée. Une liste qui est importante, alors tout ce qui est pratico-pratique, au restaurant, comme on demande, l'addition, etc. Et puis, il ne faut pas oublier tout ce qui est urgent et tout ce qui est important pour les situations délicates, comment demander à l'aide, comment dire j'ai mal. Par exemple, j'ai mal en espagnol, c'est me duele, et ça, on ne l'invente pas. Pour les situations d'urgence, en fait. Déjà, juste savoir dire à l'aide ou attention, et savoir reconnaître quand quelqu'un vous dit attention avant que le bus n'arrive, ça peut changer un voyage. C'est vrai que ça, c'est important et on n'y pense pas forcément. On va plutôt spontanément regarder comment demander une bière, par exemple. Tout à fait. Quand on pense à ses vacances. Voilà. Ouais. On ne pense pas au pire tout de suite. En espagnol, spécifiquement, est-ce que vous avez une expression à avoir en tête qui peut être facile à retenir pour nos auditeurs ? Alors, je vais donner une petite astuce pour ne pas se faire griller en tant que francophone quand on rentre dans une boutique. Tout le monde connaît le hola.
Et en français, on a un accent tonique, c'est-à-dire quand on donne de la force sur une syllabe. Et en français, l'accent tonique, on ne se rend pas compte, mais il est à la fin des mots, à la fin des phrases. Quand je parle, j'accentue la fin. Et donc, nous, on dit hola, hola. Et l'accent tonique en espagnol, il est sur le o, hola. Donc, juste quand vous rentrez dans une boutique, vous dites hola, hola. Et pas hola. C'est là, on se fait griller direct. Donc, déjà, juste cette petite astuce. Et puis, pour dire attention, par exemple, attention, c'est cuidado. Cuidado, donc c'est pas du tout transparent. Il faut le comprendre aussitôt. On n'a pas le temps de chercher dans le dictionnaire. Donc, par exemple, cuidado, c'est un petit mot à retenir aussi. Alors on sait que dans certaines villes d'Espagne, Barcelone au hasard, les touristes sont pas forcément les bienvenus. C'est important quand on est touriste là-bas justement de montrer qu'on parle la langue, qu'on fait cet effort? Il y a des petites tensions à Barcelone en lien avec le tourisme, mais c'est surtout en lien avec l'effet du tourisme, pas forcément avec les touristes. Il y a quelques petits dérapages qui sont médiatiques. Mais quand on est touriste à Barcelone, je pense qu'on se sent bien quand même, malgré le contexte. Et de manière générale, les Espagnols sont très accueillants. Donc quand on arrive, on se sent très vite accueilli. Ils sont très souriants, très sociables, très tournés vers l'accueil. Mais c'est vrai que quand on parle la langue, ça change quand même beaucoup de choses. Et il faut savoir que l'espagnol, c'est une des langues les plus parlées dans le monde. Donc c'est vrai que quand on a quelqu'un qui arrive à Barcelone et qui ne dit même pas hola ou buenos días, qui commence direct sur de l'anglais ou pire, qui dit bonjour en français en pensant qu'on parle tous français à Barcelone, on commence sur une première impression qui est pas top. Donc c'est sûr que de parler la langue, tout de suite, ça va montrer à l'autre qu'on avance et qu'on tend la main, et l'autre a juste à faire le chemin opposé. Donc ça change les relations. Ça évite une crispation d'emblée. Oui, puis ça évite de tomber tout de suite dans l'image du touriste cliché qui est pas fichu de dire bonjour ou de dire merci dans la langue du pays qu'il visite. Est-ce que c'est une image qui colle au basque des Français, ça particulièrement? Parce qu'on est réputé pour être assez mauvais en langue quand même, si on est honnête. Non, je crois que le français à Barcelone, non, les Français, on est habitués à aller voyager en Espagne, etc. On est un pays frontalier, donc je crois que le français, on n'a pas une très très bonne réputation en Espagne comme partout dans le monde. Mais sur la langue, non, je crois que les Français ont fait beaucoup d'efforts pour. Et puis on a tous fait LV2 espagnol, pratiquement tous. Donc on n'est pas les pires là-dessus. On a toujours peur quand on est à l'étranger de parler et finalement d'avoir un accent catastrophique et de pas être compris. Comment est-ce qu'on surmonte cette peur-là, du mauvais accent? Ça, c'est une vaste question, mais déjà, faut différencier prononciation et accent. Prononciation, c'est la manière dont ma bouche va émettre les sons pour donner le mot. Et ça, faut bien travailler sa prononciation. Rouler les R, c'est compliqué, mais il faut y passer un petit peu de temps. La jota, le re, parce que si je le prononce pas bien, le mot, il peut être mal compris. Ensuite, il y a l'accent. L'accent, ça fait partie de mon identité. L'accent, il peut être modifié. Les acteurs peuvent avoir des accents, changer d'accent. Mais en fait, il faut pas trop faire une fixette sur l'accent. Bien travailler sa prononciation et pas être complexé par son accent français, surtout que l'accent français a très bonne réputation. Et moi, dans ma vie à Barcelone, parfois, quand je vois qu'il y a une situation un peu délicate, etc., je mets un bel accent français pour un peu séduire, amadouer. Ça fonctionne bien. Et ensuite, par rapport à la peur, se dire que dans toute situation nouvelle, on éprouve une petite peur, une petite appréhension. Donc, parler une nouvelle langue dans un pays étranger, c'est tout à fait normal. Et en fait, une phrase que j'aime beaucoup, j'ai peur, c'est normal, mais j'y vais quand même. Et se dire que cette peur, cette appréhension, on l'a tous ressentie, mais il faut pas que ça nous bloque. Donc, y aller quand même. Et puis, pour terminer, se mettre peut-être à la place de l'autre. Si vous voyez quelqu'un qui arrive à Paris et qui parle très mal français, mais qui essaye de communiquer, peut-être la première réaction que vous allez avoir, c'est de la compassion, c'est de l'admiration, c'est envie de l'aider, etc. Vous n'allez pas le juger, lui mettre une claque, lui dire, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, faut se mettre à la place de l'autre. En fait, c'est hyper valorisé de vouloir essayer de parler la langue de l'autre. Donc, la peur, elle est assez irrationnelle. C'est normal de la ressentir, mais il faut vraiment passer cette peur et se lancer. Et finalement, c'est comme ça qu'on progresse le mieux. C'est quand on se jette à l'eau et qu'on ose. Et c'est en voyage qu'on apprend à parler le mieux une langue, finalement. Oui, oui, oui. Moi, j'aime bien dire qu'on n'apprend pas à parler une langue pour la parler, mais en la parlant. Et c'est vrai que c'est très, très important de pratiquer un maximum. C'est l'immersion, en fait, qui est très importante. Évidemment, en voyage, là, c'est immersion totale et c'est génial pour pratiquer. Ça n'empêche pas qu'on peut apprendre en dehors des voyages, par exemple pour le préparer le voyage. Et par rapport à ce podcast Question Voyage en lien avec les langues, c'est vrai que c'est très important de ne pas forcément voir le voyage comme une finalité d'apprentissage, mais comme un outil, un des différents outils qu'on a pour parler la langue. Et quand on se lance dans une langue, c'est bien de prendre le voyage comme un moment de l'apprentissage. Ou bien, si on n'est pas du tout branché langue et qu'on se met à voyager et qu'on va vers un pays où la langue nous titille un peu et on aime bien cette langue, ne pas hésiter à prendre ce voyage comme test pour voir si on a envie d'aller plus loin avec cette langue. Qu'est-ce que vous pensez des applications qui cartonnent? Je pense à Duolingo, qui permet d'apprendre une langue en un temps record et de façon ludique. Là, j'ai un peu prêché pour ma paroisse.
Il faut distinguer les méthodes qui sont complémentaires et les méthodes qui sont complètes. Apprendre une langue, c'est 5 compétences. C'est lire, c'est écouter, c'est écrire, c'est parler et c'est interagir. Il faut vraiment travailler ces 5 compétences parce que si on apprend à parler sans écouter, on n'y arrivera pas. Et en fait, ces applications, les applications téléphone, moi je les conseille à mes élèves parce que ça permet vraiment d'accélérer l'apprentissage, d'apprendre en s'amusant, donc c'est génial. Duolingo, moi je l'utilise en anglais et c'est fun. Mais il faut faire attention, on n'apprend pas uniquement avec ces méthodes. Et celui qui se lance dans une langue pour préparer un voyage avec Duolingo, pourquoi pas? Mais en fait, si on ne parle pas, si on n'a pas d'interaction, si on n'écoute pas, c'est compliqué de continuer et de progresser en langue. C'est un petit plus, un outil complémentaire, c'est bien d'y passer du temps. Si on aime bien, il faut foncer parce que ça permet d'apprendre, mais c'est pas suffisant en fait. Donc attention à pas se lancer sur ce genre d'application en pensant qu'on va parler grâce à cette application. Ça va nous aider, mais ce n'est pas suffisant. Et les traducteurs en ligne simultanés en voyage, vous en pensez quoi? Je me crispe un peu. En fait, moi, j'aime bien les dictionnaires bilingues qui peuvent être en ligne, hein. Pour avoir des noms, il y a Lingui, il y a Word Référence, ça, c'est bien parce qu'en fait, ça vous donne plusieurs mots. Déjà, c'est pas un mot, il y a les synonymes et cetera, il y a des nuances. Donc ça vous donne plusieurs traductions possibles et en dessous, il y a des exemples en contexte pour voir un peu si le mot est bien choisi et cetera. Et le problème des traducteurs, c'est bien en cas d'urgence évidemment, si on connaît pas du tout la langue. Mais si on a envie d'évoluer dans la langue, faut pas les utiliser ou faut les utiliser le moins possible. C'est comme quand on apprend à conduire, si quelqu'un s'occupe des pédales pour vous, à un moment donné, vous pourrez jamais conduire la voiture. Et la langue, c'est exactement pareil. Si vous ne passez pas du temps à essayer de construire les phrases et à vous interroger sur la syntaxe et le traducteur le fait pour vous, vous ne finirez pas par parler la langue. Ça peut inciter à la paresse. Bah voilà, donc les traducteurs, en fait, c'est très bien en cas d'urgence ou pour vérifier ou pour s'aider au début, mais il faut très vite s'en défaire et plutôt chercher des mots et pas chercher des phrases. C'est à vous de faire les phrases et c'est fun de construire des phrases, donc il faut se lancer. Alors une dernière petite question pour terminer. Est-ce que vous avez une blague, une expression ou un bon mot à sortir lors d'un voyage dans un pays hispanophone? J'en ai plusieurs. Je peux faire une petite liste rapide, parce qu'il y en a plein en fait. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut beaucoup s'amuser avec une langue. Si vous demandez comment ça va à quelqu'un, qu'est tal, et qu'il vous dit estoy constipado, ce n'est pas qu'il est constipé, donc vous pouvez vous détendre, c'est qu'il est enrhumé. Estoy constipado, c'est je suis enrhumé. Ça peut rendre très mal à l'aise quand on ne connaît pas. C'est Oui. ah. Attention, si vous voulez discuter avec quelqu'un, discutir, en espagnol, c'est dire se disputer. Donc si vous dites podemos discutir, c'est-à-dire est-ce qu'on peut s'engueuler, et même si vous le dites avec le sourire, ça va un peu crisper la personne. Et puis, alors, je ne sais pas si je peux le dire sur le podcast, mais le mot año, c'est l'année. Donc j'ai 37 ans, tengo 37 años. Et el ano, si on oublie de dire le gneu, el ano, c'est l'anus. Donc là, pareil, ça fait vraiment. Ça va bien avec la première expression. Oui, c'est un petit peu. Oui, oui, complètement. Tout est lié. Et petite expression pour terminer, filer à l'anglaise en espagnol, ça se dit despedirse, c'est-à-dire dire au revoir. Despedirse à la francesa. Et donc en français, on dit filer à l'anglaise et les espagnols disent filer à la française. Donc c'est génial quand on veut briller en société au moment de partir. Mais despido a la francesa. Tout le monde fait waouh, Quel esprit. quel esprit, quel esprit. Bon, merci beaucoup Karim Jouté. Un grand merci pour l'invitation encore. Je rappelle que vous êtes professeur agrégé d'espagnol et le cofondateur du site espagnol Pas à Pas. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je m'appelle Claire Rodino et je suis journaliste au Figaro. Vous pouvez retrouver Question Voyage sur le site du Figaro, sur Figaro Radio et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt!